Et bienvenue au groupe Espace Santé. Mon nom est Gracia Kasuki-Katawa. Je suis infirmière clinicienne à l'hôpital Juif de Montréal et membre du conseil d'administration du groupe Espace Santé. Donc, le groupe Espace Santé mobilise les différents acteurs du réseau de la santé vers une meilleure compréhension des enjeux politiques qui entourent l'évolution des soins et des services à la population. Je veux d'ores et déjà remercier nos partenaires principaux, c'est-à-dire le Comité jeunesse de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que l'Association des jeunes médecins du Québec. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on parle d'un sujet très chaud qui préoccupe nos esprits et puis qui fait beaucoup les manchettes dans l'actualité. Donc on va aborder la question du cannabis. Plus précisément, donc la légalisation du cannabis à des fins récréatives, quel rôle des professionnels de la santé pour protéger les personnes vulnérables. Pour aborder le sujet d'actualité, j'ai l'honneur de vous présenter donc nos trois conférenciers ce soir. Je vais les inviter à s'approcher lorsque je vais les nommer pour s'asseoir à l'avant avec moi. Donc tout d'abord, le docteur Robert Perrault, qui est professeur associé à la faculté de médecine de l'Université McGill et médecin conseil à la direction de santé publique de Montréal. Ensuite, le docteur François-Olivier Hébert, chercheur postdoctoral à la faculté de médecine, département de microbiologie de l'Université Laval, porte-parole de l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical, ainsi que consultant pour la Croix-Verte. Finalement, docteur Jean-Pierre Chiasson, qui est directeur médical de la clinique du Nouveau Départ. Donc, le déroulement de la conférence ce soir, c'est que chacun des conférenciers vont nous présenter un aspect de la légalisation du cannabis. Ils vont chacun aborder vraiment des aspects différents et selon des points de vue différents. Ensuite, on va avoir une période d'échange. C'est vraiment important pour nous, en fait, que vous ayez le temps de poser vos questions ce soir, que vous ayez peut-être aussi des ressources à les consulter par la suite. Donc, on va consacrer un bon moment à cela. Et puis, avant de commencer, je veux aussi vous dire qu'écoutez, on veut interagir avec vous sur les médias sociaux. Donc, ceux qui n'ont pas encore liké notre page, s'il vous plaît, allez aimer donc, le groupe Espace Santé sur Facebook. Sur Twitter, c'est @espace santé. Et puis, on se retrouve sur le mot-clic Espace Santé. Donc, allez-y là, sur Twitter et Facebook, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais commencer en donnant la parole à Dr Perrault. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup Gracia et merci aux organisateurs de la soirée de nous permettre d'aérer un sujet sans s'étouffer, j'espère. Je vais démarrer mon minuteur pour être bien certain de respecter les délais. Alors moi je suis là pour répondre à plusieurs questions qui nous avaient été soumises au moment de l'invitation. Le contexte de la légalisation. Puis fondamentalement, c'est pourquoi est-ce qu'on veut légaliser le cannabis alors que tout roule si bien maintenant que c'est underground et on entend un peu parler de temps en temps et finalement on n'a pas besoin de s'interroger sur les millions de détails que la légalisation semble soulever. L'autre élément qui avait été proposé, c'était de regarder un petit peu l'impact sur les professionnels de la santé. Et ça, c'est une question intéressante. Est-ce que ça va changer quelque chose dans notre vie? Est-ce que ça va changer quelque chose chez les cliniciens, entre autres? Et finalement, regarder un petit peu qui sont les populations à risque, ça ne prendra pas de temps. Et finalement, s'intéresser à la recherche. Qu'est-ce que c'est? À quoi on va s'attendre en matière de recherche sur le cannabis? Pourquoi on veut légaliser? Je pense que quand on regarde les chiffres, très souvent on évoque la question de la criminalisation. Et donc j'ai regardé les chiffres, je me suis dit est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a des criminologues qui remettent en question cette question-là. Et j'ai vu qu'il y avait eu l'année dernière, en 2016 au Canada, 17 500 inculpations pour possession simple. Donc des gens qui ont des casiers judiciaires. Si on fait les calculs pour les populations, c'est l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis, sauf que les peines sont moins graves. Généralement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un casier judiciaire qui handicape la vie de gens
par ailleurs, ont souvent des conduites aussi irréprochables que les nôtres. Alors ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que pour l'instant, le cannabis étant interdit, il est très facile de manier l'interdiction quand on est un parent, sans s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans la vie d'un jeune qui commence à consommer du cannabis. Socialement, c'est quelque chose, comme je disais, qui reste un petit peu occulté. On rigole quand on entend parler. C'est fascinant depuis que je m'intéresse à ce dossier-là de manière plus formelle. Je croise plein de gens qui se présentent à moi un petit peu comme au confessionnal. Soit qu'ils me racontent leurs expériences, soit qu'ils me parlent des problèmes qu'il y a dans leur famille relativement au cannabis. On dirait que les gens ont besoin d'en parler maintenant. Et ça, c'est l'autre bonne raison, je pense, que c'est de faire surface à une question de société qui est présente et qui est omniprésente, et qu'on puisse enfin s'y intéresser de manière plus formelle, ce qui nous amène à déplorer le fait qu'il existe encore pas assez de recherche utilisable. Je lisais il y a quelque temps les propos d'un chercheur qui disait que pour obtenir du cannabis au Canada, pour son laboratoire, ça a pris 2 ans. Et s'il avait traversé dans le parc, ça aurait pris 30 secondes. Alors, vous voyez un petit peu les obstacles qu'on se crée dessus. Alors, pour la légalisation, on procède à 2 lois, une loi fédérale et une loi provinciale. Parce que le gouvernement fédéral, l'année passée, l'été dernier, a commencé ses consultations et a proposé des responsabilités aux provinces qui sont, somme toute, très lourdes. Il y a 4 composantes, dans le fond, dans la légalisation. Il y a comment est-ce qu'on régit la production, comment on régit la distribution, la vente, et comment on gère la criminalité, comment on aide la société à retarder le plus possible l'initiation chez les jeunes, quelles sont toutes les balises qui permettent à tout le monde de faire pousser du pot de chez eux ou d'en avoir dans leur possession. Enfin, il y a plein de détails de ce côté-là. Et donc, ces 2 lois-là sont entrées, ne sont pas encore en vigueur, mais ont été déposées en première lecture à Ottawa. La loi fédérale qui réglemente, elle, la production, qui réglemente la santé, la salubrité et la sécurité, et qui, par une loi connexe, la loi C-46, établit des règles de pénalité, de sentences extrêmement sévères pour la vente aux jeunes et aux mineurs. Alors, ça, c'est la perspective fédérale, c'est une des composantes importantes. On s'intéresse à réglementer la culture et ce que les traducteurs du fédéral ont appelé la fabrication, c'est-à-dire la transformation du produit, sa conservation, son transport vers les intermédiaires qui vont assurer la distribution. Et là, on rentre dans le domaine des provinces. La distribution et la vente au détail sont la responsabilité des provinces. C'est pour ça que les provinces réclament, vous voyez dans les médias, les provinces réclament de l'argent. Ils veulent avoir les moyens de mettre en place des systèmes. De ce côté-là, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près toutes les provinces, sauf probablement l'Alberta, ont constitué des monopoles d'achat. Et pourquoi les monopoles d'achat? Parce que le plus grand risque, parce qu'il y a une industrie qui naît autour de ça. Les producteurs achètent, vous lisez dans les journaux, ils achètent des centaines, sinon des milliers d'acres de terrain, des serres, des usines, pour assurer une production légale. Pour l'instant, sous le couvert du cannabis médical, mais c'est quand même des entreprises considérables. Notons, par exemple, que 2 des entreprises canadiennes ont une valeur en bourse qui frise le $1 milliard présentement. Énormément de spéculation, évidemment, sur ces actions-là, mais les actions ont doublé, sinon triplé. De sorte que c'est un marché extrêmement appétitif parce que la clientèle est déjà là. Si on vend une voiture, il y a de la compétition, mais pour le cannabis, actuellement,
y a une espèce de préparation, parce que là, le jour où la loi va passer, tous les clients, espère-t-on, j'imagine, des dealers qui livrent à domicile présentement ont donné des clients pour du cannabis légal. Alors, ça pose toutes sortes de défis pour l'entreprise, mais la logique d'affaires associée à n'importe quelle entreprise, c'est d'augmenter la croissance. Et ce qu'il faut interrompre du point de vue de santé publique que je représente, c'est cette possibilité pour ces entreprises-là de vendre directement aux consommateurs. Donc, on appelle ça l'impossibilité d'avoir une intégration verticale, c'est-à-dire de la production à la transformation, à la vente au détail, l'impossibilité de faire une publicité qui vise à augmenter la consommation. Et les provinces sont, semble-t-il, à l'exception, je pense, de l'Alberta, mais je ne suis pas encore très certain, mais elles ont choisi de créer ces monopoles d'achat. Donc, ça va être comme la Société des alcools. Les producteurs vont vendre à la Société québécoise du cannabis, qui va être créée par la loi provinciale, celle-là, et la Société québécoise du cannabis, pour le Québec pour l'instant, va revendre à travers des comptoirs qui lui sont associés directement, à travers du personnel qu'elle aura formé. On parlera des détails plus tard, et en ligne, ou en ligne. Donc, la logique de séparer la production, la transformation de la commercialisation au niveau des consommateurs et c'est basé sur ce raisonnement que c'est dangereux pour une substance comme le cannabis qui n'est pas une substance inerte et pour laquelle la société a besoin d'apprendre disons, à la socialiser, à l'intégrer. C'est pas une bonne idée d'y aller à fond de train dans un contexte de croissance absolue. C'est associé également dans la loi provinciale et fédérale à la restriction de la publicité. Pour l'instant, la publicité permise par les deux lois, c'est une publicité qui ne rejoint pas les jeunes de moins de 18 ans. Chercher de la publicité qui ne rejoint pas les jeunes de 18 ans, c'est pas clair pour moi. Mais le substrat juridique de ça, c'est la liberté d'expression commerciale. Donc, il faut laisser une petite porte d'entrée. Et les deux lois sont synchrones pour le Québec et pour le fédéral. On interdit toute forme de publicité en dehors de l'intérieur des commerces, mais on permet la publication de publicité dans des revues et des journaux dont le lectorat est au moins 85% adulte, 18 ans et plus. Alors ça, c'est un défi qu'on va avoir du côté de la publicité. L'autre responsabilité provinciale, c'est celle de la santé publique, d'assurer la prévention, d'assurer l'information, de financer une partie de la recherche et d'assurer éventuellement, si le cas échéant, l'augmentation des services de prise en charge. Parce que pour deux raisons, il y a des gens qui craignent une augmentation de la consommation et donc qui vont entraîner peut-être une augmentation des dépendances ou des gens qui ont des problèmes d'abus. Et l'autre raison, je viens de l'oublier. Alors, je vais la retrouver un petit peu plus tard. L'encadrement des milieux de travail, la sécurité publique, la sécurité routière. Les deux gouvernements disent oui, il faut trouver une manière d'interdire la conduite avec faculté affaiblie associée au cannabis. Comment on va procéder? La recherche n'est pas encore claire sur la façon de procéder. Les ministres, quand ils en parlent, espèrent que les détecteurs salivaires de THC vont être assez sophistiqués pour déterminer que les gens ont consommé à l'intérieur de quelques heures du moment où c'est mesuré, ce qui n'est pas acquis encore. Donc, il y a beaucoup d'inconnus de ce côté-là. Et la loi provinciale, dans toute sa splendeur, a dit que ça va être la tolérance zéro. Mais on ne peut pas l'appliquer. Alors, la tolérance zéro, c'est sympathique parce que politiquement, il y a des gens qui sont contents d'entendre ça, mais la réalité est tout autre. Et le fondement sur les meilleures pratiques n'est pas encore très établi de ce côté-là. Donc, il y a des défis. La réglementation de la vente, j'en ai parlé, il va avoir création de cet organisme-là qui est une filiale de la Société des alcools
mais une filiale qui n'aura pas de but lucratif, contrairement à la Société des alcools qui, comme vous le savez, génère beaucoup de recettes pour l'État. Dans le cas du cannabis, ces recettes-là vont aller à un fonds de prévention. Et là, comme la loi n'est pas passée, il y a une commission parlementaire présentement, alors tout le monde tire un peu sur la couverte. Ce qui est prévu par la loi, c'est que 50,1% des profits après toutes les dépenses couvertes vont aller dans ce fonds de prévention. Et les gens, comme nous, disent, bon, on va en réclamer plus. Il n'y a pas encore de précédent où 100% d'une taxe va à d'autres choses qu'au fonds consolidé de l'État. Donc, on n'est pas très rassuré, mais on va quand même pousser pour que ça se fasse. L'argent va aller à stimuler la recherche, ça va aller à développer des programmes de prévention, c'est extrêmement important. Il y en a déjà dans les écoles de programmes de prévention, mais là, la game va changer. Ça va devenir possible d'en parler dans les familles sans juste se faire dire c'est interdit, tu ne devrais pas fumer. Il va falloir parler autrement de ces questions-là. Et là, il y a un énorme travail de sensibilisation et d'éducation parce que socialement, on va changer un petit peu la façon de regarder ces questions-là. Si vous avez des questions relativement à la loi, ça va me faire plaisir de la regarder en détail avec vous. Juste pour passer à travers des chapitres, on va traiter de la création de la Société du cannabis du Québec. On va restreindre la consommation dans certains lieux. Il y a des débats encore, c'est pas fini, mais essentiellement, on va fumer, on va pouvoir fumer dans les maisons, on va pouvoir fumer sur la place publique. Mais dans les parcs, ça va se calquer sur la loi du tabac. Donc, à un certain nombre de distances, des aires de jeu dans les parcs, etc., pas dans les bars. Enfin, c'est exactement ce qu'on préconise présentement, ce que la loi du tabac préconise présentement. La vente de cannabis à travers l'organisme dont on a parlé, le gouvernement est timide pour commencer. Il propose la création de 15 comptoirs de vente à travers la province, ce qui va laisser encore au DLE local la possibilité de faire des affaires. Alors, tout ça, c'est des choses en développement présentement. La commission parlementaire là-dessus est active. Je voudrais dire un mot de la recherche, parce que la recherche est un domaine négligé autour du cannabis. Et il y a de la recherche à faire dans plusieurs domaines. Il y a eu récemment le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, les Instituts canadiens de recherche en santé qui se sont réunis avec d'autres collègues, d'autres partenaires pour s'intéresser à quel serait l'avenir de la recherche. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'on sait maintenant, quelles sont les sources de données les plus fiables, lesquelles on peut croiser pour essayer de faire parler des données sur la consommation de cannabis et sur les déterminants qui amènent cette consommation-là. Les opportunités de recherche à court et à long terme, les opportunités de collaboration et les questions fondamentales sur 6 domaines particuliers. Je vais vous les citer avant de terminer. Les endocannabinoïdes, les neurosciences et l'effet sur le cerveau. On parle beaucoup de 21 ans, 25 ans. Vous savez, le cliché, c'est de dire oh, le cerveau n'a pas fini de se développer. Quand on lit la littérature là-dessus, les méta-analyses, on voit que ça, c'est la première partie de l'argument. Et c'est la seule qu'on entend. Puis après, il y a un par contre, puis il y a une toute autre partie qui dit, bon, il y a beaucoup d'études animales là-dessus, il y a d'autres déterminants qui peuvent aider à comprendre ce qui se passe. Et donc, on a besoin de données de beaucoup meilleure qualité. La question des dépendances, de la santé mentale, l'usage de polysubstances, les performances psychomotrices, est-ce que c'est vrai que de fumer ou de consommer du cannabis, à quel point c'est dangereux de conduire dans ce temps-là, puis comment on mesure ça? Les approches en promotion de la santé, est-ce qu'on va moraliser? Est-ce qu'on va avoir une autre forme d'approche? Il faut raffiner nos communications. On sait, par exemple, pour le tabac, que l'approche prohibitionniste, fume pas, c'est dangereux pour la santé chez les enfants, ça fait la promotion de la consommation du tabac. Donc, il y a un effet paradoxal auquel il faut faire très attention.
Alors, c'est les éléments comme ça, les éléments de prévention, les informations, comprendre la loi pour tout le monde. On voulait parler des professionnels de la santé, mais c'est la même chose que pour le public. Comprendre ce que représente cette loi-là, ce qu'elle contient, c'est des éléments extrêmement importants. Et bien sûr, comment ça s'intègre avec les autres déterminants de la santé. Très souvent, quand on regarde cette littérature-là, la littérature plus sociale sur le cannabis, on voit très bien qu'il y a une constellation de déterminants, les gens avec qui on consomme, les influenceurs, d'où on sort comme l'histoire familiale. Pour la santé mentale, on sait que les gens qui ont des histoires familiales de maladies psychotiques sont beaucoup plus susceptibles. Il y a une variation génétique d'ailleurs qui les rend plus susceptibles. Mais ça, c'est toutes les données qui émergent tranquillement à mesure qu'on s'y intéresse, et ça justifie d'organiser la recherche selon ces axes-là. Et en plus, d'avoir des outils de surveillance qui nous permettent d'avoir un niveau de base avant la légalisation, puis on espère tous que ça va se produire, et ensuite après. Actuellement, on n'est presque pas capable de dire plus qu'il y a tant de personnes qui ont consommé une fois dans l'année. Vous pouvez imaginer que d'un point de vue sanitaire, ça ne dit pas grand-chose. On a besoin de données beaucoup plus fines, et c'est les objectifs des travaux des chercheurs de ce côté-là. Ils commencent à avoir des crédits. Ceux qui s'intéressent à ça, il y a déjà 1 million qui a été consacré au démarrage de projets par des instituts canadiens de recherche en santé. Et il y a des études épidémiologiques qui sont présentement en cours. Alors, il y a un début, mais je pense que ce n'est pas terminé, puis on a encore énormément à faire de ce point de vue-là. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire rapidement, puis on pourra en parler plus lors de nos débats. Merci. Merci beaucoup, Dr. Perrault. Ça nous permet de faire une transition vers le chercheur. Donc, Dr. François Olivier, à votre tour. Écoutez, pendant qu'on prépare la présentation, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des questions par rapport à la présentation de Dr. Perrault. Après y répondre, commencer à y répondre déjà. Oui, je vous demande. Excusez-moi si ma question peut paraître stupide, je ne sais pas, mais par rapport à la loi pour la consommation du cannabis, vous disiez que ça allait être comme le tabac, par exemple, tu sais. Mais quand on va dans des parcs, par exemple, et c'est pas autorisé de consommer de l'alcool dans les parcs, tu sais, ça prend des standards spécifiques, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas la même chose pour le cannabis plutôt que comme pour le tabac? Parce que ça pose des défis de décider quels sont les meilleurs règlements qu'on peut adopter présentement. C'est mon réveil matin qui me dit que ça fait 20 minutes. Excusez-moi. Alors, le choix était effectivement, on ne peut pas avoir tout un règlement appliqué à la même substance. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on va prendre les règlements pour le tabac ou les règlements qui gouvernent l'alcool? Le mélange alcool et cannabis est plus nocif qu'aucune des deux substances prises indépendamment parce que ça va dans les deux directions. Il y a un stimulant et un autre qui nous tranquillise, alors ça devient vraiment difficile de survivre à ça. Alors que le tabac, il existe la lutte contre le tabac est une lutte qui est presque mature. Ça fait des années qu'il y a une réglementation, puis je ne sais pas si ceux d'entre vous qui fument le sentent plus que ceux qui ne fument pas, mais c'est comme un entonnoir. Avant, tout était permis, puis maintenant, c'est rendu vraiment plus difficile. Puis je me rappelle quand mon laboratoire était au pavillon Ross à l'hôpital Royal Vic, il y avait des rangs de patients en jaquette dehors avec des solutés qui fumaient, mais ils étaient dans l'entre-porte l'hiver. Ça n'est plus possible. Il y a des politiques anti-tabac dans les institutions maintenant. Alors, cette réglementation-là, étant mature, elle apparaissait plus apte à encadrer. C'est sûr que dans les
les parents de jeunes enfants vont se dire oh, ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce qui se passe présentement? Quand est-ce que vous sortez prendre une marche dans des quartiers un petit peu denses et puis vous ne sentez pas du cannabis? Est-ce que ça va changer? C'est une question ouverte qu'on pourra débattre un peu plus tard. Je pense qu'on va parler longtemps, mais ça ne marche pas son affaire. Oui, il y a un support visuel. Ça change un peu la présentation, mais vu qu'on va être là pendant longtemps, avec les femmes qui sont pas de côté. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Bon, ben, puisque j'ai pas de support visuel, je vais essayer d'y aller comme au pif de comment je m'en souviens, de comment qu'est-ce qui était préparé et tout. Donc c'est ça. Alors, ben, moi, en fait, je suis chercheur en biologie moléculaire. Je suis spécialisé dans l'élucidation des mécanismes moléculaires sous-jacents aux caractéristiques biologiques et écologiques des espèces. Donc, voilà, je travaille à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes à l'Université Laval. Je suis consultant scientifique pour la Croix-Verte, qui est une clinique de cannabis thérapeutique qui œuvre dans le milieu là, depuis déjà de très nombreuses années et porte-parole de l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical. En fait, ce que j'aurais aimé faire avec vous aujourd'hui, grâce à ma présentation qui ne fonctionne pas, c'est d'essayer de faire une petite mise à jour des connaissances actuelles dans le domaine du cannabis, plus particulièrement à des fins thérapeutiques. On entend souvent dire, et je partage un peu cette opinion-là aussi, puis c'est ce que mon collègue vient de dire, on n'a pas assez de données probantes qui nous permettent de conclure tel ou tel élément par rapport au cannabis thérapeutique, mais il faut tout de même se rappeler que ça fait plusieurs décennies, jusqu'à 50, 60, 70 ans qu'on étudie le cannabis à des fins médicales, thérapeutiques, et ça fait grosso modo 12 à 15 000 ans que l'être humain coévolue avec cette plante. Le cannabis est en fait la plante la plus ancienne à avoir été domestiquée par l'humain. Ça remonte au début de l'ère de sédentarisation de l'humanité, lorsque les humains créaient des systèmes agricoles. Ben, ils ont commencé par cultiver quoi? Du cannabis. Donc l'humain a cultivé du cannabis avant de cultiver du blé, du seigle, de l'épeautre, et toutes les grandes cultures modernes qu'on a actuellement dans nos systèmes agricoles. Donc c'est pas vrai qu'on n'a pas de données du tout sur le cannabis. On a beaucoup de données ancestrales qu'il ne faut pas négliger. Et on a beaucoup de données scientifiques également depuis les 40-50 dernières années. Comment on fait en science, c'est qu'on regarde ce qu'on a déjà acquis, puis on part de ça, puis on s'en va plus loin après. Il y a 4 grandes questions, à mon sens, qui doivent être, si on veut, attaquées par la science dite moderne, contemporaine, qui sont 4 grandes questions qui sont reliées. Normalement, vous les aurez eues à l'écran, mais je vais les dire comme ça. La première, c'est que c'est la plus fondamentale de toutes. Il faut se poser la question, il y a combien de sortes, de variétés de cannabis actuellement? Qu'est-ce qu'on fait pousser? Si on veut savoir qu'est-ce qu'on veut retirer de cette plante-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut pousser puis comment on veut la faire pousser. Parce que tout part de la plante, c'est la base, c'est les fondements même. Ensuite, il faut savoir quelles sont les molécules dans la plante qui peuvent potentiellement interagir avec notre physiologie et quelle plante produit quelle molécule et pourquoi, dans quel contexte. Ensuite, à partir de ces informations de base-là, il faut se demander comment notre corps réagit à ces plantes-là, pourquoi, avec quels outils cellulaires et moléculaires, et est-ce que notre corps peut réagir à d'autres types de molécules qu'on pourrait éventuellement synthétiser en laboratoire, notamment là, à travers le système d'industrie pharmaceutique qui est un peu le standard actuellement dans nos sociétés. Et puis ensuite, il faut se poser la question à savoir comment on consomme le cannabis, sous quel mode, parce qu'il y a des tonnes de façons de consommer du cannabis. Synthétique comme naturel, extrait, brut, peu importe. Donc ça, c'est 4 questions vraiment très importantes qui ont été identifiées par des collègues à l'international dans des grandes revues scientifiques très sérieuses. Et si on s'attaque à ces questions-là, je pense qu'on va pouvoir
intégrer de manière beaucoup plus adéquate, sensée, rigoureuse puis rationnelle l'usage de cannabis, à la fois à des fins récréatives et à des fins thérapeutiques. C'est sûr que mon expertise est davantage au niveau médical que récréatif, là, mais bon, voilà. Donc, je ne vais pas aller en détail dans tout ce que je voulais présenter parce que honnêtement, ma présentation était trop malade. Elle avait plein de visuels super cool que je ne peux pas vous retransmettre comme ça ne marchera pas. Mais par rapport à la première question, ça c'est le point que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais vous ne savez pas trop. Souvent les gens disent « Ah ouais, cannabis, il y a trois ou deux, on va dire deux grandes espèces ou sous-espèces de cannabis. » Les gens vont dire « Il y a du cannabis sativa, il y a du cannabis indica. » Et puis ils vont associer des caractéristiques biologiques, donc biochimiques, et par conséquent des effets spécifiques sur le corps humain à ces types de cannabis. Prendre du sativa, ça va faire, tu vas avoir un effet euphorique, stimulant, créatif, blablabla. Donc, prends ça pour telle raison. Prends du cannabis indica pour un effet sédatif plus important qui va te faire dormir. Prends-le dans tel ou tel contexte. Cette façon de décrire le cannabis est issue, pour des raisons fort évidentes, du marché noir et ne reflète pas du tout le potentiel génétique, biologique et donc biochimique de la plante. Lorsqu'on fait des analyses génétiques poussées pour essayer de découvrir dans toutes les sortes de cannabis qui sont vendus actuellement sur le marché en Amérique du Nord, il y a combien de groupes génétiquement distincts à travers toutes ces sortes-là, on se rend compte que finalement, il y a des grands groupes très flous qui déterminent un peu l'origine ancestrale des plantes. Il y a une origine présumée en Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Vietnam, Chine. C'est des plantes subtropicales qui ont des looks, des architectures végétales qui sont différentes des plantes qui sont plus issues du croissant fertile, Afghanistan, Iran, Irak, les montagnes du Hindu Kush, pour ceux qui connaissent un peu la variété de cannabis Hindu Kush, qui est appelée selon la région d'où ancestralement on la faisait pousser. Et il y a le chanvre. Personne ne parle vraiment du chanvre dans le cas du cannabis récréatif, mais le chanvre, c'est une plante de cannabis. Toutes ces plantes-là, ça s'appelle cannabis sativa. C'est toutes des cannabis sativa. Donc, ça ne sert à rien de dire « Ah, ça c'est du indica, ça fait telle affaire. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la plante produit, comment la plante a été produite, détermine ce qu'elle va produire comme composé biochimique actif, et puis il faut savoir ce qu'il y a dans ces plantes-là pour savoir quel effet ça va faire sur nous. Donc, c'est cette dichotomie-là, indica sativa, vous allez l'entendre beaucoup, sûrement, ça va revenir, puis c'est très, très en vogue actuellement, mais il faut essayer de se distancer un peu de ça, puis regarder vraiment le profil biochimique des plantes pour connaître son potentiel à la fois récréatif et thérapeutique ou médical. Donc ça, c'est un message qui est assez important. Je pense que la science là, va nous amener progressivement loin de cette dichotomie-là dans les années à venir. Si quelqu'un vous dit « Ah ouais, j'ai fumé du cannabis sativa, je vais être correct, la journée aujourd'hui », ça ne veut rien dire. Il y a des plantes qui ont l'air de des sativas, puis ils vont avoir une génétique complètement différente. Fait que ça, c'est un point qui est important. Maintenant, par rapport au contenu en molécules, qu'est-ce que ces plantes-là vont générer, vont synthétiser comme molécules qui peuvent être potentiellement intéressantes pour certaines avenues médicales. Vous avez certainement tous et toutes entendu parler de la molécule de THC, delta-9 tétrahydrocannabinoïde. C'est la molécule active qu'on appelle un phytocannabinoïde, qui est la molécule principalement psychoactive qui est synthétisée par la plante et qui va donner l'effet euphorique du buzz, high, d'être gelé sur le cannabis. C'est important de reconnaître que ça, c'est une molécule qui, c'est comme la rockstar du cannabis, mais depuis les années 60, en fait, depuis 1964, Raphaël Mechoulam, qui est un docteur israélien, qui a réussi pour la première fois à extraire le THC à partir d'un morceau de hashish,
puis qui a démontré scientifiquement comment on fait pour extraire ces molécules-là. Donc, ça fait à peu près depuis les années 60, mais réellement depuis la fin des années 1800, qu'on connaît le contenu biochimique de la plante de cannabis. On sait qu'elle produit des phytocannabinoïdes qui donnent cet effet-là. Maintenant, on reconnaît qu'il y a un peu plus d'une centaine de phytocannabinoïdes qui sont produits par la plante, mais il y a également des centaines et des centaines d'autres composés, notamment des alcaloïdes, des terpènes, des acides gras, c'est bourré en oméga 3, en oméga 6, qui peuvent avoir des effets potentiellement sur le corps humain, qui peuvent potentiellement aussi être exploités. Maintenant, pourquoi nous, on réagit à la plante de cannabis? Pourquoi, quand on fume ou on mange du cannabis, on réagit à cette plante-là? C'est parce qu'on a un système en nous, peut-être que vous le savez déjà, qui s'appelle le système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde, c'est un système de comment je pourrais le dire? Tu sais, j'avais un super beau vidéo là-dessus. C'est comme un système de clés moléculaires qui fonctionne avec des ligands, donc des molécules produites par le corps, qui se fixent à des récepteurs cellulaires qui vont éliciter une réponse dans la cellule. Et le système endocannabinoïde, c'est le plus gros système. Peut-être, c'est juste que c'est tellement vieux que le plugin Flash, c'est ça prend un petit peu puissant, mais c'est gentil, merci. Donc, le système endocannabinoïde, c'est le plus gros système de récepteurs que vous avez dans votre corps, les plus abondants. Pardon, si? Exact. Tous les animaux qui appartiennent au groupe des chordés, c'est-à-dire des êtres vivants qui ont une colonne vertébrale, tout ce qui a une colonne vertébrale va réagir aux molécules de phytocannabinoïdes. Et donc, ça inclut les mammifères, les lézards, tout ce qui a une colonne vertébrale que vous pouvez imaginer peut devenir gelé sur le cannabis. Mais la raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est que ce système-là dans notre corps, il sert à rétablir l'équilibre homéostatique. Il sert à rétablir l'équilibre physiologique des différents systèmes. Le système endocannabinoïde, c'est un système de communication cellulaire qui fonctionne de façon analogue au système neuromédiateur, comme les hormones, les neurotransmetteurs, les neurohormones. On a des récepteurs à cannabinoïdes partout dans tous les tissus, dans tous les types cellulaires, dans le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Il y en a à la surface de vos organes. Les cellules qui contiennent le plus de récepteurs à cannabinoïdes sont les cellules reproductrices et les cellules du système immunitaire. Donc, quand il y a un problème dans le corps, un débalancement, que ce soit au niveau de la thermorégulation, au niveau du pH corporel, le système endocannabinoïde est recruté par les cellules puis par les systèmes pour finalement communiquer entre ces systèmes-là puis rétablir l'équilibre. Donc, c'est pour ça, finalement, qu'on réagit à ces molécules-là. La plante, c'est très nébuleux. Pourquoi la plante produit ça? C'est sans doute pour essentiellement les mêmes raisons que nous. C'est un système pour communiquer entre ces cellules. Puis ça donne que par évolution, on a simplement conservé ce système-là chez les mammifères, chez les chordés. On l'a encore, puis on l'utilise encore. Donc, c'est ça. Mais ça fait pas très longtemps qu'il y a de la recherche sur ce système-là. Pratiquement à tous les jours, je vois des nouveaux articles scientifiques qui parlent de nouvelles découvertes par rapport au système, qu'on trouve des nouveaux récepteurs ou des nouveaux ligands moléculaires pour ce système-là. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est comme moléculairement fait pour réagir à ces molécules. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait pousser comme plante, comment on les fait pousser, qu'est-ce que ces plantes-là possèdent comme potentiel biochimique pour l'humain, puis maintenant, qu'est-ce que ce système d'endocannabinoïdes fait dans notre corps. Une fois qu'on assemble, qu'on commence à assembler ces morceaux-là, on commence à comprendre comment on peut l'intégrer dans notre vie, dans nos traitements, puis voilà, comment on peut l'utiliser à bon escient, puis de façon intelligente, finalement. Ensuite, la troisième grande question, c'était est-ce que le système endocannabinoïde peut réagir
à d'autres sortes de molécules que les nôtres, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on produit, pour l'instant, il y a 2 grandes molécules qui ont été identifiées comme des endocannabinoïdes produits par nous, par notre corps. C'est on appelle ça le 2-AG, c'est pour 2-arachidonylglycérol, et l'anandamide qui est N-acétyléthanolamine. Ça, c'est 2 molécules endogènes que notre corps produit et qui sont exactement comme les molécules, pas exactement, mais qui miment l'action et la structure biochimique du THC et du CBD, notamment, vous avez peut-être entendu parler de cette molécule-là, le cannabidiol, qui est également une molécule phytocannabinoïde produite par la plante. Donc, est-ce que ce système-là peut être utilisé ou exploité par d'autres sortes de molécules? Et là, vous allez certainement me voir venir, c'est une très grande, on va dire, un sujet d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique qui va nécessairement vouloir développer des drogues de synthèse légales, comme il y en a plein pour toutes sortes d'autres domaines reliés à la santé, que ce soit les opiacés ou des molécules, des antibactériens ou des choses comme ça. Bref, est-ce qu'on peut trouver des molécules dans la nature qu'on peut exploiter, synthétiser nous-mêmes, puis ensuite se les administrer? Pour l'instant, il en existe des cannabinoïdes synthétiques qui sont développés par l'industrie pharmaceutique. C'est important de noter que la totalité, sauf jusqu'à avant-hier, j'ai lu un article qui parle d'un nouveau cannabinoïde synthétique qui est apparemment très bon, mais sinon, la majorité la totalité des cannabinoïdes synthétiques échouent lamentablement. Ils ont des effets secondaires épouvantables, très graves, qui peuvent aller jusqu'à causer la mort des patients. Et ils ont des effets secondaires épouvantables. C'est très difficile pour l'instant d'essayer de mimer d'un point de vue biochimique et physiologique l'effet des phytocannabinoïdes, principalement parce que c'est l'ensemble des molécules produites par la plante qu'on ingère qui donne un effet extrêmement complexe au niveau métabolique, physiologique, et qui est très difficile de recréer avec une seule molécule. Essayer de recréer avec une molécule l'effet de 600 molécules combinées qui interagissent avec des centaines de milliers de récepteurs dans tous vos tissus, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Parce que, puisque ça a des systèmes d'action, un peu comme les hormones et les neuromédiateurs, ça a des conséquences partout dans votre corps. Fait que si vous voulez cibler le système digestif avec une molécule synthétique, puis vous l'envoyez dans le ventre, ben, ça se peut que ça se fixe aux récepteurs, mais aux récepteurs d'opiacés dans le cerveau, ou ben, d'autres récepteurs dans les reins. Donc, la recherche biomédicale, pharmaceutique est très difficile par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. La dernière grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on ingère notre cannabis? Comment on le prend? Ça, c'est une question qui est très importante à la fois pour les professionnels, pour les patients aussi, puis pour les gens dans le domaine récréatif. C'est que la voie d'administration du cannabis, le type de cannabis ou de produit qui est absorbé, peut varier beaucoup. Donc, l'effet physiologique va varier également. Je vous donne 2 exemples. On peut inhaler le cannabis, fumer un joint comme tout le monde connaît. On peut manger le cannabis aussi en brownies, en space cake, comme les Français viennent l'appeler. Mais la route métabolique qui est empruntée par les molécules qu'on va prendre va être différente, leur traitement biochimique va être différent, puis l'effet va être différent. Quand on fume du cannabis, ce qu'on appelle la biodisponibilité, donc l'absorption réelle des molécules est d'environ de 9 à 11-12%. Ça passe par les alvéoles pulmonaires, ça s'en va directement dans le sang, puis le THC se rend au cerveau, puis donne l'effet euphorique, ça prend quelques secondes, puis on est gelé pendant quelques heures. Maintenant, si quelqu'un mange du cannabis, la biodisponibilité va être légèrement plus basse. Ça peut aller, des fois 7-8% de ce qui va être mangé va être complètement absorbé. Ça, c'est s'il n'y a pas de gras, par exemple. Si on mange avec du gras, puis que là, c'est bien dilué dans le gras, ben là, on absorbe beaucoup plus le gras. Ben là, c'est pas la même chose. Est-ce que la personne a mangé quelque chose avant? Est-ce que dans quel état physiologique elle était? Ben, la biodisponibilité va pas être la même. Après ça, une fois que c'est absorbé par le système digestif, ça passe par tous les organes associés au système digestif. C'est métabolisé au foie, notamment par les enzymes du foie. Le THC va être transformé en 11-hydroxy-THC.
Et le 11-hydroxy-THC se fixe au même récepteur, mais l'effet n'est pas le même. L'effet est immensément plus élevé. C'est pour ça que les gens qui mangent du cannabis vont ressentir l'effet psychoactif, vont être buzzés pendant vraiment, vraiment longtemps, à cause que c'est pas du THC qu'il y a vraiment dans leur cerveau qui fait cet effet-là. Il y en a un peu, oui, mais il y a surtout du 11-hydroxy-THC. Puis l'effet peut durer, quelqu'un qui ingère 800 mg dans un brownies, peut être gelé pendant 48 heures. Tu te réveilles le lendemain, c'est encore gelé. Fait que la voie d'administration est très importante à contrôler. Et puis, est-ce que la personne a un problème chronique qui nécessite du cannabis un peu tout le temps à long terme dans son sang? Est-ce que tu veux répondre à un problème aigu là, en crise? Donc, est-ce qu'il faut que l'effet soit vite? Est-ce qu'il faut que l'effet soit long? Est-ce qu'il faut que ça dure longtemps? Donc, voilà, c'est une problématique qui est très importante. C'est pour ça que c'est important d'établir un suivi avec les gens qui en consomment, puis de savoir qu'est-ce qui est consommé, quand, à quel moment, pourquoi. On peut manger du cannabis, on peut l'inhaler, on peut l'appliquer en topique, on peut faire des suppositoires rectaux, des suppositoires vaginaux. Tous ces modes d'administration-là donnent des effets différents. Et c'est ça, voilà. Donc, j'aurais aimé ça pouvoir vous présenter le hard science avec tous les papiers qui ont été publiés récemment pour essayer de mieux comprendre l'effet notamment du cannabis sur plein de problèmes de santé. Si vous voulez, puis vous êtes un peu réticente par rapport à ces effets-là, je vous invite à faire un stage d'une journée dans la clinique La Croix-Verte pour voir comment les patients se sentent, qu'est-ce que ça leur fait, écouter leur histoire. Il y a des gens qui ont maladie de Crohn, épilepsie réfractaire chez les jeunes, des douleurs neuropathiques, du stress post-traumatique. On a beaucoup de données sur ce genre de problèmes-là qui sont très facilement gérés et gérables par une consommation intelligente et encadrée de cannabis. C'est ce que la Croix-Verte fait notamment. Premièrement, le personnel est formé sur beaucoup de choses que je viens de mentionner, mais c'est des formations beaucoup plus longues, beaucoup plus intenses, puis faites attention, parce que je suis le nazi de la biologie moléculaire, donc les gens qui échouent, ça passe pas. Et puis, il y a aussi l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical qui aide les professionnels qui vont avoir à dealer avec ça dans leur vie de tous les jours, justement, à avoir cette information-là en poche pour essayer de mieux réagir, puis d'avoir finalement une action professionnelle qui est adéquate, puis qui est basée sur des faits. Puis je pense qu'à partir de ça, là, on va pouvoir essayer de diriger la société vers où on veut aller comme projet avec le cannabis, autant à des fins thérapeutiques que des fins récréatives. Puis voilà, il ne faut pas mélanger les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. En fait, je vais déjà vous dire qu'il y a des représentants de la Croix-Verte qui sont à l'arrière, donc tout à l'heure, vous pourriez leur parler. Et puis, vraiment, ils offrent une formation, en fait, à ce sujet. Puis, on va prendre une question avant de passer au docteur Chéasson. Donc, tiens. Oui, madame. Allez-y. Oui, bonjour. Comment vous voyez ça à l'intérieur de l'institution? Si on est en train de faire une procédure pour le cannabis, on a certains patients qui ont jusqu'à date eu la chance de l'huile ou de la stress. Mais là, il y a la possibilité que les gens peuvent l'utiliser par inhalation. Alors, les gens qui sont
voulais-tu ajouter quelque chose, Émilie, ou... Un peu, on peut t'amener le micro, là. En tout cas, je suis infirmière dans la clinique à Croix-Verte et puis je travaille également dans une urgence dans un hôpital. Personnellement, mon avis, c'est que fumer un joint à l'hôpital, ça ne sera jamais possible, simplement par le fait qu'il y a l'oxygène, puis que ça pourrait incommoder les autres patients. Puis la fumée reste tout de même nocive, là, le de fumée des ciel qui devient bonne pour les poumons, ça reste une nuisance quand même. Je pense que d'un point de vue médical, justement, l'huile, les suppositoires, il y a des façons où on peut justement plus contrôler le nombre de milligrammes que le patient va ingérer. Sur des différents composés, là, toutes les molécules, savoir exactement combien, quel pourcentage également. C'est pas avec des joints nécessairement qu'on va être capable d'atteindre ce standard médical-là. C'est mon opinion. Reste que pour certains problèmes, l'efficacité de fumer un joint, le point de vue antinausée aussi, va être beaucoup plus rapide. Toujours des pour et des contre. Quoi que ce soit, je ne sais pas si je vous ai répondu. Merci. Est-ce que, François-Louis, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, je voulais dire, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est qu'il y a toutes sortes de façons de consommer le cannabis qui fait que c'est pas différent du reste. Il y a des gens qui vont utiliser des suppositoires, c'est un des meilleurs moyens d'avoir une bonne dose de cannabis qui est relâchée constamment, puis de façon, à long terme. Des capsules, c'est comme manger une pilule finalement, des seringues d'extrait brut de cannabis. Tout ce qui est consommé puis insertion, c'est tout à fait analogue à tout le reste du domaine de la santé. Parfait, merci. Il y aura une période de questions tout à l'heure, donc on va pouvoir revenir à ces questions-là. Pour l'instant, on va accueillir donc Dr. Chiasson. Bonsoir à tous. Après ces 2 ans de serment, monsieur spécialiste qui a expliqué un peu peut-être les difficultés de distribution et d'harmonisation du cannabis dans le cadre d'une légalisation, promesse électorale faite par M. Trudeau, l'autre monsieur qui est un grand savant, scientiste. Alors, ma première réflexion, moi je suis un médecin clinicien qui voit du monde malade, qui fait depuis 30 ans l'évaluation, de la désintox, de la thérapie dans un centre de thérapie. Et il y a 25% de mon travail qui est de l'expertise médico-légale à titre de MRO, Medical Review Officer, dans le domaine des transports. Alors, la première réflexion que je vais vous faire, le dernier cas que j'ai vu cet après-midi, c'est un monsieur qui fumait du cannabis, qui m'a montré comment ça se faisait avec de la wax, de la cire, du dab, dans une pipe dans laquelle il y a 90% avec un chalumeau puis du benzène. Écoutez, je n'ai pas votre science. Par ailleurs, je sais que le gars était psychotique, il était fou, il était violent. Ah, ça, je suis capable de voir ça. Comprenez-vous? Moi, je vois les conséquences de ce qu'il a fait. La deuxième réflexion que j'ai, on reviendra sur les méthodes de consommation tout à l'heure, c'est comme citoyen. Il y a quelques mois, j'ai eu une confrontation avec Mme Bocage, je crois, le bras scientifique de M. Trudeau, qui alléguait que toute la logique sous-jacente pour légaliser le cannabis, parce que je suis en eux qui s'inquiètent de ça, c'était pour faire de la prévention chez les jeunes. Moi, j'ai un peu réagi. C'est comme un peu légaliser un poison, puis dire avec l'argent qu'on va faire, on va mettre de l'argent pour trouver l'antidote. Parce que vous savez que les gens, la plus grande quantité de gens qui consomment du cannabis illégal actuellement, c'est les 15-25 ans qui consomment à peu près 35%. Et ça modifie le développement cérébral. Alors, les humains, en fait, nous sommes des êtres qui sommes longs à maturer.
surtout quand on prend de la drogue, parce que quand on prend des gens plus vieux qui font de la drogue depuis l'âge de 15 ans, on n'appelle même pas ça de la réadaptation ni de la réhabilitation, on appelle ça de l'habilitation. Parce que on apprend en général par nos difficultés. Alors, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui consomment du cannabis, actuellement, le message qu'ils entendent, c'est que c'est banalisé. Je dois vous dire que la plus grande entreprise de publicité qu'on a eue au cannabis, moi j'ai 75 ans, mais j'ai encore de la mémoire, soyez sans crainte. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu une belle publicité comme ça pour le cannabis, alors que c'est problématique. Dans ce qu'on entend en clinique, nous, c'est pas grave, ça va être légal, c'est plus dangereux. Puis, la population cible, c'est les 15-25 ans, qui, en fait, ça modifie pour ceux qui vont développer la dépendance, leur développement cérébral, leur intelligence, les connexions synaptiques, et modifie, j'ai bien aimé vos réflexion sur le système endocannabinoïde que j'affectionne particulièrement. Parce que ce fameux système-là, pour ceux qui vont devenir dépendants, ça a un rôle à jouer chez l'humain, à la fois dans la cognition, dans le système endocrinien, dans le système immunitaire, dans le système nerveux. Ça joue un rôle majeur. Alors, les gens qui développent de la dépendance, en fait, on ne sait pas encore quels vont être les effets dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Alors ça m'interpelle. Alors, il faut savoir que chez les jeunes qui développent de la dépendance, et c'est-à-dire les jeunes qui sont exposés au cannabis, il y a le double qui vont développer de la dépendance. L'homme moyen, c'est environ 9%. Chez les jeunes, la prévalence de ceux qui vont développer de la dépendance, c'est 17%. Donc, c'est quand même inquiétant. Nous, qu'est-ce qu'on voit en clinique comme médecin? On voit des jeunes arriver qui, des parents nous amènent. Ça fait 1 an qu'ils sont drop-out, qui sont, en fait, passent leur nuit à regarder l'Internet, qui ont laissé l'école, qui sont apathiques, anédoniques, énergiques, qui se traînent les pattes. D'ailleurs, on les voit, les poteux, nous autres, quand ils ouvrent la porte. Hein, la première façon, quand ils ouvrent la porte, un patient, comment ça va? Ah, va bien. Ils ont le syndrome du transatlantique, c'est toujours un peu plus lent. Ils ont l'idéation lente, comprenez-vous? Et on leur demande, comment ça va? Bof. Ah, ils ont le syndrome du bof. Donc, le cannabis consommé chroniquement, pour ceux qui développent la dépendance, vous allez me dire, pas tout le monde, mais il y a quand même une catégorie de gens qui vont être compromis dans leur fonctionnement, dans leur façon de penser, dans leur mémoire à court terme, dans leur apprentissage, dans leur concentration, dans les fonctions exécutives. L'idée de faire des choses, d'agir, d'accomplir, et ça pose des problèmes. Donc, nous, on a ce problème-là, et surtout ces jeunes-là, souvent, on n'est pas capable de poser de diagnostic. Ah, ils sont comme là. On se demande si ce n'est pas l'émergence d'un trouble schizophréniforme qui apparaît, ou une dépression, ou simplement un syndrome de démotivation. Il faut dire qu'il y a des gens qui ont certaines vulnérabilités génétiques qui sont à risque de développer de la dépendance. Comme je vous disais, ce matin, j'en ai vu dans mon groupe de thérapie que j'ai fait, il y avait 16 patients, il y en avait 5 qui étaient dépendants au cannabis, et dont des gens qui venaient de l'armée canadienne, parce qu'on a des contrats avec l'armée canadienne, des anciens combattants, puis on soigne aussi des douleurs chroniques et des PTSD. Alors, ils veulent tous prendre du pot. Je peux-tu vous dire, là, c'est une mode, là. Il arrive, tu sais, il y en a un, là, il va à la pêche, mais là, il y a des douleurs aux genoux. Il fait ses mouches. Moi, je suis un pêcheur. Je sais ce que c'est que pêcher dans les roches, là, c'est rough. Alors, lui, là, il est handicapé, mais il prend du pot parce qu'il a mal aux genoux quand il vient nous voir. Ce mouvement de banalisation fait par la légalisation, moi, m'interpelle comme médecin clinicien, m'interpelle aussi comme citoyen. Ce matin, j'écoutais les nouvelles. Là, il y avait une guerre entre le provincial et le fédéral pour la distribution de l'argent fait avec le cannabis. Alors, ça me rappelait les guerres de motards entre les Hells et les nomades pour les territoires de distribution de l'argent.
Parce que qu'est-ce qui se vend, qui paye, qui est un milliardaire rapidement? C'est pas des ventes au gym le matin à 6 heures. Je peux-tu vous dire, là? Ce qui se vend, l'alcool, la cigarette, le Red Bull, hein, ils sont devenus milliardaires en plus. Puis le cannabis, c'est une drogue. Je vous annonce que le cannabis est une drogue avec une philosophie d'intoxication. Quand on prend un joint, c'est pour s'intoxiquer. Puis, actuellement, le pot, moi, dans les années 70, dans l'époque Peace and Love, c'était à 1-2 %. Là, il y en a jusqu'à 20 %. Il y a de l'huile de hache, puis en fait, il y a même du wax. On peut monter jusqu'à 90 %. Ça pose des problèmes. D'ailleurs, qu'est-ce que le gouvernement va nous offrir? Est-ce qu'il va nous offrir un cannabis qui contient 5 % de THC, delta-9 tétrahydrocannabinol, la substance mère qui va sur nos récepteurs que le bon Dieu nous a fait pour que les vendeurs de cannabis puissent être riches? En fait, ça va être 5, 10 ou 15 %. Or, ce que nous savons, ce que je sais, moi, je fréquente un peu les toxicologues. Je ne suis pas toxicologue, mais j'aime ce monde-là. La semaine passée, il y a 2 semaines, j'étais avec Marilyn Eustace, qui est la grande toxicologue du drug testing dans la conduite avec faculté affaiblie avec le cannabis. Or, on ne sait pas non plus quelle va être la teneur, parce qu'il y a du CBD aussi, qui contrecarre les effets psychoactifs du THC et qui a des effets antipsychotiques. Alors, je ne sais pas c'est quoi le gouvernement, je ne sais pas si vous le savez, s'il va mettre 5, 10, 15, 20 %. On ne sait pas quelle va être la teneur en delta-9 THC versus CBD. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et en fait, la teneur en cannabis a aussi un impact sur l'intoxication. Puis il y a un domaine dont je veux vous parler un petit peu. J'agis aussi comme MRO pour évaluer comme expert aussi les conduites avec faculté affaiblie. Je dois vous dire qu'actuellement, on est très malheureux. Actuellement, au Québec, il y a 0,5 % des policiers qui sont formés pour évaluer ce qu'on appelle le roadside testing, c'est-à-dire à côté, et d'évaluer. Moi, ça fait des années, je suis médecin, depuis 69. J'ai fait des stages en neuro. J'évalue, c'est difficile d'évaluer, les altérations cognitives fines, la mémoire fine, la concentration, l'attention divisée. Comment ils vont faire? Donc, il y a 0,5 % des gens formés pour regarder le gars s'il y a de l'ataxie. C'est sûr, quand ils sont partis dans le temps et dans l'espace, ça va bien dire que quelqu'un est intoxiqué. Mais la mémoire visuospatiale, l'attention divisée, la motricité fine, la rapidité des réflexes, tous ces petits atouts qui font qu'on ne fait pas d'accident. Parce que souvent, un accident, c'est un quart de seconde, la rapidité des réflexes. Je me pose des questions, parce qu'il y a des études qui ont été faites en accidentologie, Drummer, Raymaker, qui ont fait des études, grossièrement, même si les marqueurs sériques du cannabis dans l'urine, on dit dans le sang, on dit à 2 nanogrammes à peu près, là, il y a 2 fois plus de chances de faire un accident mortel. Quand on monte au-dessus de 5, 8, ça va aller jusqu'à 7 à 8 fois. Sauf que notre façon d'évaluer le rapport entre le taux sérique et les altérations fonctionnelles, c'est pas clair. Il n'y a rien de clair actuellement. Comment on va faire? On a dit les soufflettes, c'est-à-dire, non pas les soufflettes, le dépistage salivaire. Actuellement, l'information que j'ai, c'est que ce n'est pas homologué encore, ce n'est pas accrédité. On a une spécificité et une sensibilité qui n'est pas tout à fait encore adéquate. Donc, comment on va faire ça? Si on prend l'individu, on l'envoie à l'hôpital pour une prise de sang, vous êtes-vous déjà fait arrêter sur le bord de la route? Pas moi, là, je ne consomme pas, mais il doit y en avoir, en tout cas, vous n'osez pas le dire. Bien, je dois dire, là, les policiers, c'est pas très vite. D'abord, ils te demandent des papiers, d'abord, le gars est nerveux, il cherche ses licences, ses enregistrements, il s'entend, il se met à bégayer. Mais là, au bout d'une demi-heure, là, ça sent le pot un peu. Là, il fait quelques petits tests. 1 heure après, il décide de l'amener à l'hôpital. Il y a 2 heures d'attente.
puis là, je fais une prise de sang pour doser le delta 9 THC dans le sang. Savez-vous à quelle rapidité ça descend dans le sang, ça? Au bout d'une heure, il y en a 75% qui est descendu. Au bout de 2 heures, il y en a, à moins qu'un consommateur chronique, ça peut rester durant des jours, voire des semaines, à des doses à 1 à 2 nanogrammes. C'est extrêmement difficile d'avoir un marqueur spécifique de consommation récente et de faire cette relation entre ça et l'altération des fonctions cognitives, de dextérité fine, de mémoire, de concentration, de mémoire à court terme, qui compromet la capacité de conduire. Je dois vous dire qu'on a créé l'année dernière en Iowa un instrument pour évaluer ça. Ça a coûté $1 million. C'est un instrument qui évalue comment l'intoxication aiguë du cannabis peut compromettre la rapidité des réflexes, la déviation latérale, la déviation longitudinale, en fait, l'attention divisée, tous les paramètres qu'on utilise et qui peuvent être des marqueurs d'une altération fonctionnelle dans la conduite automobile. C'est pas si simple que ça. Alors, essayez d'imaginer maintenant, moi qui fais des évaluations pour les conducteurs de train, d'avion, services maritimes et l'évaluation dans les centrales nucléaires. Parce que ces gens-là doivent être théoriquement drug-free parce qu'ils ont des responsabilités à prendre. Comment on va faire pour savoir si on consommé dans les 2 heures avant ou 2 jours avant? Ça ne sera pas nécessairement toujours facile. Alors, ça va être, nous, dans ces domaines-là, c'est tolérance zéro. Alors, ce qui nous arrive actuellement en expertise, des gens d'invalidité ou des gens qui conduisent, ce sont des gens, moi j'ai été amené à expertiser des gens dans l'industrie de l'aviation, dans les gens qui conduisent ces camions, des grues, ou tout le matériel roulant qui est extrêmement, potentiellement dangereux. Alors, ces gens-là, comment on va faire actuellement dans un contexte de banalisation? Il y en a déjà. Mais moi, l'impression que j'ai, là, puis pour avoir vu des données, que la légalisation était un facteur de risque pour augmenter la prévalence. Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'études, surtout chez les jeunes. Or, ce sont des questions qu'on se pose actuellement. Donc, en termes de sécurité publique, de santé publique, de perception en termes de banalisation, de nos gens qui nous disent qu'on soigne parce qu'ils prennent la peau. Et là, en plus, maintenant, je me demande qu'est-ce que Trudeau a pensé, c'est mon opinion. On a l'épidémie des opioïdes. Alors, vous savez, c'est une affaire de docteur aussi, mais je préfère. Les docteurs ont été influencés par des compagnies pharmaceutiques pour dire de bien soigner la douleur. Et on s'est aperçu actuellement qu'il y a une épidémie comme on n'a jamais vue, à l'effet qu'il meurt à peu près 3000 personnes par jour aux États-Unis. Il y a plus de morts par année qui est mort, en fait, au cours des 10 dernières années, qui est mort dans la guerre du Vietnam, dans la guerre en Irak puis en Afghanistan. Or, il y a des problèmes. Santé publique, sécurité publique, banalisation. Et moi, j'ai des inquiétudes comme médecin, comme citoyen, puis comme médecin qui fait de l'expertise en regard de ce courant-là, comme si c'était normal. Je ne suis pas sûr que c'est si normal que ça. C'est mon opinion. Merci. Merci beaucoup, Dr. Chiasson. Merci beaucoup aux 3 conférenciers. Donc, c'est le moment de leur poser vos questions. Donc, il y a un micro. Donc, ma collègue Angela a un micro ici. Elle va circuler avec. Donc, s'il vous plaît, donnez votre nom et votre profession peut-être. Et nos conférenciers vont répondre. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre 2-3 questions à la fois. Puis, bon, voilà, vous répondrez à la question avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, voilà, le micro est à vous. Olivier Gémeaux, ça va être court. Admettons, là, Trudeau, il dit, vous êtes obligés au 1er juillet. Pensez-vous qu'on va être prêt pour vrai dans 6 mois? OK, on va prendre deux autres questions. Oui, bonjour, je m'appelle Tony. En fait, ma question est très simple. Je voudrais savoir les noms de vos articles que vous citez pour utiliser
pour vos arguments. Merci. Bonjour, Marie-Hélène Goulet, infirmière. Ma question, ça serait plus pour que les conférenciers puissent rebondir. Je pense qu'on a entendu des positions assez différentes dans les troupes. J'aimerais entendre les conférenciers sur les présentations en fait, de leurs collègues, en fait. D'accord, donc sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour le 1er juillet? Certaines sources pour vos présentations et puis vos opinions sur les présentations de vos collègues. Pour le 1er juillet, je ne pense pas qu'on soit vraiment prêt. Les gens qui disent que ça va trop vite, ça peut aller trop vite très longtemps cependant. Alors je pense que la logique de mettre une date butoir, c'est celle-là. Il n'est pas encore garanti que ça va se produire comme ça, mais moi je suis d'avis que, par exemple, les données dont on a besoin comme niveau de base avant d'introduire ce gros changement social-là ne sont pas de bonne qualité. Et donc, il faut y voir. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent actuellement, mais vous savez, à la vitesse à laquelle ça va, la mise sur pied d'études, c'est pas quelque chose pour lequel on est prêt. L'autre élément, c'est le fameux objectif de réduction de la présence du crime organisé. Ça ne va pas se passer bientôt et les États américains qui ont légalisé depuis 4 ans maintenant n'ont pas vu une énorme différence. Il y a toutes sortes de raisons à ça, mais tout ça milite pour dire qu'on n'est pas complètement prêt pour le mois de juillet prochain. Peut-être vous passer le micro. Oui, allez-y. Écoutez, moi non plus, je suis loin d'être sûr, parce que qui va vendre le cannabis aux 15-18 ans? En fait, ils peuvent le commander sur Internet, se faire livrer par, c'est ça? À mon avis, ça pose des problèmes, et je suis d'accord avec le Dr Perrault, c'est ça? Que je ne suis pas sûr qu'on est prêt. Parce que le marché principal des gros consommateurs, c'est ces gens-là. Et ces gens-là, actuellement, sont très animés par cette publicité-là. Puis les modules de prévention et de traitement sont loin d'être au point. Docteur Hébert. Oui, en fait, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'on va être prêt? Probablement pas. On n'est jamais vraiment prêt. Je pense que ce qui est important de rappeler, peut-être pour les gens qui ne sont pas trop dans le domaine du cannabis, c'est que beaucoup de gens fument et consomment du cannabis. Déjà, je ne veux pas vous faire peur avec ça, là, mais tout le monde connaît quelqu'un proche de soi qui fume ou a déjà fumé. Donc, la prémisse voulant que la légalisation soit fortement corrélée à une augmentation massive de consommation chez des gens qui ne connaissent pas la substance est une prémisse qui est carrément fausse. Et ça a été démontré aux Pays-Bas et dans les États aux États-Unis où la consommation augmente légèrement parce que c'est accessible. Les gens qui n'ont jamais essayé vont essayer, mais il y a déjà beaucoup de gens qui fument déjà. Alors la substance, elle est là. Les gens savent déjà quoi faire avec. Il faut continuer sur le message d'éducation, d'encadrement, de rigueur dans la façon dont on traite ça dans la société, mais je pense qu'il n'y aura pas... Ça, c'est une façon de créer de l'hystérie collective planifiée, de reefer madness, qui ne tient plus la route et qui date des années 50 et 60. Après, bon, est-ce que les détails législatifs et de logistique vont être prêts le 1er juillet? Sans doute pas, parce que les provinces ont attendu 1 an avant de commencer à s'activer, à peut-être émettre un plan, alors que ça faisait 1 an que le fédéral lui disait qu'il allait légaliser. Et ils ont décidé de faire des monopoles d'État qui sont très... étant donné l'inertie inhérente des gouvernements, est très complexe à mettre en place au lieu de laisser place à l'industrie privée. Après, c'est un débat qui est tout à fait louable. Est-ce qu'on devrait laisser pleine part à l'industrie? Est-ce qu'on devrait faire un monopole d'État? Il y a des pour et des contre et tout ça, mais on ne sera pas prêt, mais ce ne sera pas l'hécatombe, je pense. C'est ma vision. Oui, je voudrais juste souligner que la plus grande étude menée auprès des jeunes du secondaire a été publiée cette année.
la courbe descendante de consommation chez ces jeunes-là avait commencé plusieurs années avant, elle n'a pas changé. Donc, les jeunes consomment encore de moins en moins, malgré la légalisation. Cependant, il y a un élément qui va préoccuper le docteur Chiasson, c'est que la banalisation a augmenté. Le côté interdit de la substance étant un petit peu disparu dans l'imaginaire populaire, les gens commencent à trouver ça normal. C'est généralement considéré comme un gros problème. Il y a des gens qui argumentent le contraire, cependant, qui disent que s'il y a moins d'interdits pour les jeunes, ça va perdre un petit peu son attrait. Je ne sais pas, je n'ai pas assez d'expérience fine de ce créneau-là. Mais tout ça pour dire que les expectatives d'augmentation dans ces populations-là n'ont pas été soutenues par les évidences qu'on a aux États-Unis. D'accord, on va prendre 3 autres questions. J'ai rencontré des gens au Colorado où ça a été en fait légalisé, publicisé avec des comptoirs extraordinaires. Alors, ce qu'eux notaient, il y avait des psychiatres que j'ai rencontrés récemment à Washington qui me disaient que le taux d'intoxication d'enfants, parce qu'ils mettent du cannabis dans les jujubes, pas juste dans les muffins, en fait, dans les bonbons, dans la réglisse, dans des liquides, et toutes sortes de friandises, il y a eu énormément plus d'intoxication à l'hôpital. Le nombre d'accidents mortels a augmenté. Et savez-vous combien ça coûte un accident mortel aux citoyens? 1 million. Alors, il y a des coûts inhérents. Les études sur la prévalence augmentée dans le cadre de légalisation, je pense qu'ils sont encore à faire. Je dois vous dire que le domaine de la Hollande, où c'est pas tellement légalisé, mais c'est toléré dans les coffee shops, c'est une autre dynamique un peu. Alors, c'est mon opinion. Donc, il y a des questions à l'arrière. On va prendre 3 questions à la fois. Pardon? Les références, tu peux voir après. Oui, mais je pense qu'ils ont répondu, ils ont réagi quand même. Oui, bonjour, mon nom est Geneviève Paquet, je suis ergothérapeute et mère de 3 ados. Je voulais savoir comment ça va se passer au niveau de la distribution, parce que là, vous dites, c'était très intéressant de savoir qu'il y avait comme plusieurs molécules, il y avait plusieurs sortes de cannabis. Est-ce qu'il va y avoir un genre de sommelier du cannabis qui va pouvoir orienter le consommateur de façon aussi précise que vous le dites, ou ça va être grossier, ça va être à peu près, ou... Bonjour, donc moi je suis avocate spécialisée en droit du travail. Ça a été abordé un peu cette question-là. J'ai beaucoup de clients employeurs qui sont très inquiets, qui ont une politique de tolérance zéro en matière d'utilisation d'alcool, par exemple des chariots élévateurs et tout. Et j'aimerais savoir à l'heure actuelle, c'est quoi les outils qui sont les meilleurs ou les façons de détecter l'utilisation de cannabis et de quelle façon ça peut se faire, là, évidemment, dans le respect des droits, mais aujourd'hui, on sait que dans le sang, on peut détecter l'alcool, mais qu'en est-il du cannabis et de quelle façon on va pouvoir, selon votre expertise qui est plus scientifique que la mienne, possiblement détecter cela? D'accord, une dernière question? Oui, bonjour. Docteur Chiasson, vous semblez parler, j'ai l'impression que votre présentation, c'est... Mais en même temps, les substances qui circulent, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit d'autres contaminants, je veux dire, on n'a pas plus de pouvoir si vous regardez au niveau agroalimentaire, on pourrait dire que vous êtes capable d'agir, puis d'agir pour une compagnie comme Monsanto, qui met des pesticides, tout ça, que tout le monde trouve avec de plus en plus des problèmes
comment on peut, comment je dirais ça, l'encadrer, pas limiter, parce que je veux dire, la toile, je veux dire, il y a quelqu'un aujourd'hui qui penserait de limiter la toile, toute la consommation. En fait, il y a des programmes de prévention, mais je veux dire, c'est là, il y a des problèmes de santé, il y a des poids au niveau du cerveau, il y a personne qui pousse. Et on désole qu'il y ait un tour d'accident sur la route élevé en lien avec ça, mais vraiment, j'ai une question qui me survient, c'est pourquoi, par exemple, comment ça se fait que les jeunes, au-delà du fait que les adultes, pas les jeunes, ça fait partie de pourquoi il y a une émergence si grande dans les noirs consommés de la drogue, un point tel qu'il y a une formule exprimée. Moi, je trouve que cette question-là m'interpelle plus que de dire le procès du cannabis, disons. Oui. La loi aussi crée le syndrome de Korsakoff, puis crée des problèmes de classe. Tout le monde sait ça, mais je veux dire, moi, c'est ça qui m'interpelle. Puis la question du climat, c'est de dire complètement de la consommation du cannabis, pour moi, c'est l'interdire. Vous allez faire un peu, parce que ça va venir fort avec ça, ça va continuer à être consommé. OK, merci. Merci. Donc, je vais rappeler les 3 questions. Bon, la dernière s'adresse principalement à Dr. Chiasson. Donc, comment encadrer, gérer le cannabis dans un contexte de légalisation qui est imminent. Ensuite, on a parlé quels sont les outils pour détecter l'utilisation du cannabis et puis comment va se passer la distribution et avoir plus de détails là-dessus. Donc, Dr. Chiasson, je vous laisse débuter. Vous posez beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il y a actuellement chez les jeunes plus de désarroi, plus de désespoir? C'est vrai qu'on a à peu près au Québec, en tout cas, un summum de suicide chez les jeunes. Il y a des problèmes pour toutes sortes de raisons identitaires. Les jeunes, par définition, ça doit explorer. Et ça, c'est normal, il faut que ça expérimente. Nous, comme médecins, on est théoriquement, mais on devrait toujours être ça, faire l'apologie du mieux-être. On est là pour que les gens soient en forme, en santé. C'est sûr que je suis contre l'obésité, je suis contre la sédentarité, je suis contre, en fait, les drogues potentiellement dangereuses. Je ne peux pas empêcher les gens d'expérimenter, mais je reçois des réflexions de parents qui viennent me voir. C'est-tu normal? C'est-tu normal que mon jeune veuille consommer? Il me dit que ça va être légal, c'est pas grave. Alors, mon rôle comme médecin, puis ça ne veut pas dire que tout le monde est dépendant, mais je dois donner un message clair, net et précis, sans équivoque, de réassurance, de dire qu'il y a des substances dangereuses. Mais je dis la même chose de ceux qui mangent des hamburgers, qui passent leur vie chez McDonald's. C'est aussi dangereux. Par ailleurs, il faut des gens qui se lèvent dans la société et disent, parce que tout ce qui était anormal est en train de devenir normal. On a ça dans la sexualité, dans l'Internet, qui monopolise la dépendance sexuelle. Nous, on traite ça du matin au soir, puis ça cause des problèmes relationnels. Je ne dis pas que le sexe, c'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que la journée où nos comportements, on cherche juste la sensation au détriment de la relation, ça crée à un moment donné des gens qui sont malades, qui sont non fonctionnels, qui se suicident et qui mettent en évidence des fragilités en termes de santé mentale. Et dans le cannabis, c'est bien montré qu'il y a des gens plus vulnérables qui vont développer des troubles schizophréniformes, des bipolaires qui vont se mettre à flyer en fumant du pot, des gens qui sont plus déprimés, des gens qui sont démotivés. Et moi, ça m'interpelle. J'ai vu un enfant qui étudie, qui réussit ses classes, qui fait du sport, puis qui est attiré vers des modèles positifs que quelqu'un
qui se sent obligé de fumer du pot pour se faire accepter. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas une réalité qui existe. Il y a 3 raisons pour les jeunes de fumer, puis je pense que c'est important. Vous parlez des sommeliers tantôt. Il n'y a pas juste. Le sommelier des jeunes, idéalement, c'est les parents. Il y a des jeunes qui fument parce qu'ils sont curieux, il y en a qui fument parce que leurs amis consomment, puis il y en a qui fument pour s'auto-médicamenter. C'est important pour un parent d'essayer de comprendre ce qui se passe chez un enfant quand il consomme, de ne pas paniquer, de comprendre que le cannabis est un des éléments dans l'équation qui détermine le comportement d'un enfant, et puis essayer d'agir en fonction de cette compréhension-là. Alors oui, il va y avoir, on ne sait pas comment ça va finir la loi, là, mais pour l'instant, ce qui est demandé par à peu près tout le monde, c'est que quand il y a un comptoir de vente au détail, que la personne derrière le comptoir ne soit pas uniquement quelqu'un qui relève de la culture folklorique des anciens pocheux, mais que ce soit quelqu'un qui soit capable de donner de l'information juste, de ne pas juger, d'aider les gens qui souhaitent être aidés. On sait que ceux qui font de l'intervention motivationnelle savent que quand on essaie de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, on est en train de le persuader de lutter contre notre argument. Alors, je pense que c'est cette formation-là qui va être importante. Pour les services en ligne, il va falloir arriver, puis on est capable de le faire, Amazon le fait, puis on ne s'en rend pas compte, personnaliser l'expérience des gens quand ils visitent un site comme celui-là et leur offrir de l'information en fonction de leur profil plutôt que de faire de la publicité. Alors, c'est des précautions à prendre. Je pense que le cannabis légalisé va imposer des précautions nouvelles dans cet univers-là, et qui existe déjà, comme je disais tantôt, comme on l'a tous dit. C'est pas comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver. Ce qui va arriver, c'est une nouvelle façon d'aborder cette question-là. Il va y avoir des inconvénients, il va y avoir des avantages, et ceux qui voient les avantages, qui sont en mesure de faire quelque chose, vont pouvoir en profiter. Merci. Dr. Hébert, vous avez un mot? Oui, ben, en fait, on n'a pas parlé notamment des outils, je ne sais pas si vous avez un mot. Oui, je voulais dire un mot là-dessus, mais par rapport au service à la clientèle qu'il va y avoir, c'est important de faire la distinction. Il va y avoir des endroits où on peut avoir du cannabis à des fins récréatives et des endroits où on peut avoir du cannabis à des fins médicales. Forcément, aux endroits où on va consommer du cannabis à des fins médicales, il va falloir qu'il y ait des professionnels de la santé, comme à la Croix-Verte, qui ont des connaissances et des aptitudes nécessaires pour encadrer les patients, mais je pense qu'il va falloir demander au gouvernement quel genre de formation ils vont vouloir donner à leurs employés de leur société québécoise de cannabis. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, avec la QICN, on milite pour mettre de l'avant ce genre de formation-là très étendue où on peut donner de l'information adéquate là, aux gens qui vont avoir à travailler avec les consommateurs récréatifs pour donner de l'information réelle autre que juste « ouais, ça buzz, j'étais bien buzzé hier, fume ça », c'est pas adéquat ça. Là. Pour la réponse par rapport au mode de détection, c'est complexe. La meilleure façon de le faire, c'est de prélever le sang puis de mesurer la teneur dans le sang. Mais la teneur dans le sang, elle peut soit varier en fonction de l'état physiologique du patient ou elle peut être constante parce que la personne fume ou prend son médicament constamment. Il y a un cas en ce moment au Labrador, c'est un travailleur qui a la maladie de Crohn, qui était résistant à tous les traitements. Il a essayé 6 sortes de médicaments différents. C'était en train de lui démolir l'estomac. Mais il fume 1 gramme de cannabis par jour le soir. Quand il arrive chez lui, il fume 1 ou 2 joints, il va se coucher, il mange, il est correct, il est capable de manger, il n'a plus mal, il ne prend aucun autre médicament. Il a dit à son employeur, qui était usager du service de cannabis médical légal par Santé Canada depuis les 15 dernières années. C'est important de le rappeler, ça fait 15 ans que c'est légal d'un point de vue médical au Canada, le cannabis quand même. Puis il est en cours en ce moment. Parce que son employeur l'a remercié, tout simplement, parce qu'il a dit « Ah ouais, mais là, t'as pas le droit, tolérance zéro, blablabla. » Mais il dit « Mais je fais pas sa job. » « Ah oui, mais dans ton sang, t'en as. » Donc là, c'est extrêmement complexe. Puis les tribunaux, éventuellement, vont sûrement trancher là-dessus, mais je sais pas comment, mais il n'est pas gelé, mais
il y a un profil sanguin de quelqu'un qui pourrait être gelé, tu sais. Mais ça fait 30 ans qu'il fait ça. Fait que c'est ça. On dit que c'est légal de fumer du cannabis dans le traitement de certaines conditions. L'Association médicale canadienne, le Collège des médecins met beaucoup de réserves parce que sur le bien fondé de l'efficacité, là, les recherches n'ont pas été claires. Ce qui est permis, c'est de consommer du cannabis médical à l'intérieur d'un projet de recherche et d'être suivi régulièrement. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je sais que dans mon métier, je vois des gens. Récemment, j'ai vu un conducteur de camion qui avait une condition médicale pour un syndrome de douleur chronique et qui s'était fait prescrire par Skype, par un médecin, du cannabis. Il y en avait 4 sortes. Il m'a tout montré ça. Un cannabis pour dormir, un pour la douleur, un pour l'anxiété, puis un pour avoir du fun. Or, ça nous pose des problèmes, en fait, dans le milieu du travail en termes de santé et sécurité. Et je ne suis pas sûr que s'il y en a qui ont des enfants qui aimeraient qu'un de ces enfants se fasse écraser par quelqu'un qui a les facultés compromises. Alors, ça pose des interrogations. La deuxième réflexion que je veux faire, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent des fumeries d'opium. Peut-être pas, là, c'était en Chine. C'est comme si on revenait à fumer du cannabis parce que l'absorption, la distribution, c'est pas clair quand on fume. Quand on donne un médicament qui est homologué, qui est bien étudié, ça va mieux. D'ailleurs, dans le cannabis, moi j'en donne à l'occasion du sésamètre, marinol, ou on peut donner aussi du sativex. Là, on sait ce qu'on donne. Mais faire fumer, j'ai encore beaucoup d'interrogations de résistance. Et je ne suis pas le seul. Je peux vous dire que la position des experts du NIDA, qui en fait contrôle 90% de la recherche en toxicomanie qui se fait dans le monde, ils ont beaucoup de réserves là-dessus. Je ne parle pas des gens en phase terminale qui ont des nausées pour une chimiothérapie ou du wasting syndrome du sida, mais pour une quantité de situations médicales. Actuellement, la position du Collège des médecins et de l'Association médicale, ça doit être fait à l'intérieur d'un projet de recherche. C'est recherche, ce n'est pas encore reconnu comme étant officiellement efficace. Il y a encore beaucoup d'études à faire. N'oubliez pas qu'il y a 100 cannabinoïdes, qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Je pense qu'actuellement, avant de statuer de façon définitive, je ne parle pas sur les produits homologués, mais fumer, ça serait de revenir quand quelqu'un se casse une jambe qu'on l'envoie dans une fumerie d'opium. C'est mon opinion. D'accord. Merci. On va faire une dernière ronde de 3 questions. Madame Guterres, qui est aussi de la direction de santé publique, peut-être. Est-ce que le micro? Bonjour, Nathalie Guterres, la direction de santé publique. Moi, j'ai une question pour Dr Chasson. Je me dis, je comprends que votre préoccupation par rapport aux jeunes, vous les voyez dans votre cabinet. Ceci dit, on peut convenir aussi que la prohibition actuelle, comme vous dites, les jeunes consomment, ne fonctionne pas. Donc j'aimerais peut-être ajouter juste une subtilité par rapport à votre... je pense que ce n'est pas la légalisation qui va augmenter ou avoir comme conséquence une augmentation de la consommation, mais surtout le modèle commercial. Et ça, c'est juste une petite subtilité par rapport... Je suis en combien avec vous les conséquences du modèle de Colorado n'est pas à suivre, où il y avait une multiplication de produits disponibles, donc le commercial, donc on vient de parler de différents modes de consommation qui ont un impact différent, qui ont une route différente. Donc, et dans le modèle du Canada, c'est en moratoire, c'est prohibé pour le moment. Et nous, on est des grands ferments d'attendre un peu que le comestible ne soit pas disponible. Donc je pense qu'un encadrement assez strict est important. Et je pense que c'est la voie que suit pour le moment, jusqu'à maintenant, le Canada. Donc, vraiment distinguer la commercialisation de la légalisation. 2 volets importants. Merci. 2 autres questions rapides. Bonjour, je suis infirmière, mon nom est Sylvie. Moi, j'ai plus une interrogation par rapport à qu'est-ce qui circule dans la population générale par rapport aux fameux bienfaits de prendre
du cannabis. Et c'est une histoire d'une patiente qui a refusé un traitement pour un pré-cancer parce qu'elle voulait consommer de l'huile de cannabis en disant qu'elle était pour se guérir et c'était l'information qu'elle avait et on n'a jamais été capable de la reprendre et de la retracer et de lui offrir un traitement qui était basé sur des données probantes. Donc, c'est un peu nébuleux pour moi, là. Qu'est-ce qui circule au niveau populationnel par rapport aux vertus de ces fameux produits-là? Merci. Angela, il y a une question derrière toi. Monsieur. Salut, je m'appelle Daniel. Je travaille comme infirmier clinicien à l'hôpital Juif en chirurgie orthopédique. Ma question, c'est, on a touché sur un thème, la prévention auprès des jeunes, des adolescents. Ce que je voulais savoir de votre avis, c'est quelle stratégie le gouvernement de Québec va prendre pour comme éduquer et faire de la prévention auprès des jeunes lorsque la légalisation se fait. C'est tout. OK. On va essayer de prendre des questions, puis on va demander des réponses très rapides à nos conférenciers par la suite. Donc, je sais qu'il y a 2 autres questions à l'arrière, je crois. Oui. Je m'appelle Vanessa et en fait, je voulais vous remercier d'abord pour la présentation. J'ai trouvé ça super pertinent et moi, j'ai beaucoup appris durant cette soirée. Et pour ma question, en fait, étant donné la réalité différente dans les communautés autochtones, j'aimerais vous entendre en fait au sujet de la légalisation du cannabis dans le contexte des communautés des Premières Nations, des métiers des Inuits. Donc, merci. Une dernière? Oui, mon nom est Nadia. Je sais que vous donnez des formations. J'aimerais juste savoir c'est qui, est-ce que vous avez un médecin en place, c'est qui donne les formations et quel genre d'informations et où vous allez chercher les informations pour former le personnel de votre clinique. D'accord. Donc, on va donner des réponses très rapides. Donc, pour les formations, je pense qu'on peut déjà répondre. Oui, bien, en fait, les formations sont, c'est dans le fond sous ma direction. Toute l'information qu'on donne est prise strictement dans la littérature scientifique. Puis en fait, on a des communications courantes avec d'autres professionnels de la santé, entre autres des infirmières, des médecins également à la clinique. Il y a quelques médecins avec qui on travaille. Donc essentiellement, toute la formation qu'on amène est basée sur la littérature scientifique là, qui a été sortie dans des journaux revus par les pairs. Donc c'est ça. Ensuite, la problématique des communautés autochtones, c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas quoi répondre rapidement parce que c'est pas un sujet qui se répond rapidement, mais je pense qu'il y a certaines communautés autochtones qui vont voir ça comme une façon de peut-être faire un peu d'argent, avoir des productions destinées au marché médical ou récréatif. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans leur culture à eux? Aucune idée. J'ai eu le plaisir de visiter le Nunavut à ce sujet-là. Et dans le Nord, il semble que la consommation de cannabis est extrêmement répandue. On citait des chiffres autour de 85% de la population qui consomme. Les gens sont beaucoup plus inquiets par l'alcool que par le cannabis. Le cannabis est déjà présent. Il y a des effets pervers à l'illégalité de la substance actuellement parce que le cannabis coûte très cher et il y a de l'abus de personnes âgées pour leur soutirer de l'argent par des jeunes pour acheter du cannabis. Donc, c'est pas comme si on allait créer un nouveau problème. Les solutions, cependant, sont propres à chaque communauté et je pense que le gouvernement va devoir considérer ça, va devoir prendre ça en considération. L'autre réalité, c'est celle qui est soulevée au sujet de la partie des Premières Nations qui a des terres agricoles et qui voit là une possibilité de création d'emplois. Et ces gens-là n'ont pas exactement la même lecture. Ils ont tendance plutôt à voir les revenus qu'ils peuvent tirer de ça en faisant des associations avec l'industrie, surtout dans le nord de l'Ontario, où il y avait anciennement des terres de culture du tabac.
C'est une bonne façon de transformer cette culture-là. Ils ont l'expertise déjà horticole. Et donc, il y a toutes sortes de problématiques et il va falloir s'y attaquer les unes après les autres, mais en consultation. Et les gens des Premières Nations ne considèrent pas actuellement, en tout cas à ce qui m'a été dit, que les consultations ont été assez poussées en ce qui les concerne. Alors, je pense que ça va se produire comme ça. Est-ce qu'on peut aborder également la question de la prévention auprès des jeunes? Quelle stratégie est-ce qu'on a mis Écoutez, en place? moi, je ne suis pas le gouvernement. Et le gouvernement, je ne pense pas, ait de programme de prévention, mais ce que je veux juste souligner, c'est qu'il existe des programmes extrêmement intéressants qui sont très personnalisés. Entre autres, les programmes qui ont été développés par le Dr Patricia Conrad à l'hôpital Sainte-Justine et son équipe. Ils ont montré, ça fait plusieurs années que ces programmes-là opèrent, qu'ils arrivaient à réduire de 33 % l'initiation précoce en bas de l'âge de 16 ans au cannabis. Alors ça, je pense que c'est des résultats intéressants qui sont contextualisés à la réalité québécoise et c'est des choses qu'on doit garder à l'esprit actuellement dans l'élaboration des programmes. Docteur Chiasson, est-ce que vous avez des stratégies de prévention auprès des jeunes? Stratégie de prévention, je ne fais pas de miracle. Je dois vous dire que j'ai travaillé 7 ans à Sept-Îles, puis j'étais mêlé aux populations autochtones, et que c'est un problème majeur. J'ai travaillé aussi dans le Grand Nord. Je dois vous dire que le problème est entier. Deuxièmement, je voulais juste souligner, s'il y a des gens qui s'intéressent à la littérature scientifique, je reviens d'Abu Dhabi, j'ai tout ici, la littérature en accidentologie et les recherches qui ont été faites sur le cannabis et le potentiel d'accident et la façon de faire ça. Et deuxièmement, j'ai rapporté aussi de Nouvelle-Orléans toute la recherche scientifique qui a été faite sur les revues des cas sur le cannabis à des fins médicales, alors, sur leur efficacité et les limites. Alors, ça, je peux vous retrouver ça rapidement. Sur toutes les analyses qui ont été faites et les méta-analyses là-dessus. Votre avis sur le fait que le modèle commercial serait une cause plus plausible à l'augmentation de la consommation chez les jeunes? En fait, la question de Mme Guterres par rapport au fait que le modèle commercial est une cause plus plausible de l'augmentation de la consommation du cannabis chez les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'ai entendu des conférences disant que la légalisation, c'est un facteur de risque pour augmenter. Je comprends madame qui dit que c'est pas d'être juste contre, il faut proposer des modèles positifs. Et je vous dirais que l'exemple du tabac, à mon avis, est un bon exemple où maintenant fumer, c'est rendu être un paria, quelqu'un qui fume, et on s'est aperçu qu'il y a eu une descente, qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui fument maintenant. Alors, il y a sûrement des modèles exploités pour empêcher les gens d'être attirés vers des substances dépendogènes qui est le cannabis. Puis finalement, on voudrait avoir plus d'informations sur qu'est-ce que le public connaît réellement du cannabis dans vos expériences peut-être à la Croix-Verte ou le public. Quelle information ils ont par rapport au cannabis? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent chez les professionnels de la santé qui sont déjà au courant qu'ils pourraient utiliser le cannabis versus d'autres moyens thérapeutiques finalement? C'est dur à dire l'information que les gens détiennent en général dans la population parce que tout le monde est exposé à Internet, puis Internet, c'est pas toujours bon. Les gens, effectivement, peuvent des fois se renseigner, mal se renseigner, penser qu'ils vont être guéris d'une certaine façon alors que ça ne s'applique pas du tout à eux. Mais c'est pour ça, justement, qu'il faut qu'il y ait des centres où il y a des gens qui connaissent le sujet, qui puissent guider ces gens-là pour leur dire, ben là, attends un peu, voici comment ça marche, toi c'est ça ton cas, dans ton cas, c'est probablement que ça ne s'applique pas, tu sais, puis ça va prendre du temps à faire ça, c'est une question d'éducation, de sensibilisation, mais je pense que pour répondre à ce problème-là, il faut qu'il y ait des ressources pour ces gens-là. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des connaissances, puis qu'il y ait des méthodes, puis du savoir-faire, puissent leur dire, puissent les accompagner finalement, puis les conseiller de façon judicieuse. La dame en question, peut-être qu'elle a eu la mauvaise affaire, puis elle s'est imaginé que ça allait marcher, puis je ne sais pas ce qui est arrivé avec elle, mais tu sais. En fait, qu'est-ce qu'on fait comme professionnel quand on est confronté à un patient qui refuse un certain traitement?
versus le cannabis? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut les référer? Il y a des outils vers lesquels on peut les diriger? Qu'est-ce qu'on a comme stratégie et levier pour... Pour l'instant, puisque c'est encore assez dans l'underground ou la zone grise, puis je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais tu sais, en fait, je suis consultant scientifique pour la Croix-Verte, mais si j'avais quelque chose, un conseil à donner à quelqu'un, c'est aller voir les professionnels de centres comme la Croix-Verte. Appelez ces gens-là, demandez-leur, parce qu'il y en a, depuis les 10 dernières années, là, vous ne pouvez pas imaginer combien il y a eu de patients à la clinique La Croix-Verte. Les gens, ils savent comment dealer avec toutes sortes de patients. Et voilà, donc, mais ça, ce genre de méthode-là d'entreprise et de façon de faire va devoir être davantage répandu là, avec l'avènement de la légalisation, c'est sûr. Là, mais comment amener de l'information aux gens autrement qu'en les dirigeant vers les bons centres, c'est ça. Je ne vois pas quoi répondre d'autre. Ben merci, Dr Perrault, Dr Gagnon-Hébert et Dr Chasson. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Puis merci à tous les participantes. Et puis, ben, nous, on se revoit en 2018 avec un sujet aussi chaud, on l'espère. Merci, bonne soirée.